Merci d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce dimanche 30 juillet. Coup d'État au Niger, de lourdes conséquences financières sont attendues après la suspension des aides internationales. Près de 2 millions de Centrafricains votent par référendum sur un projet de nouvelle constitution permettant au président Faustin Archange Touadéra de briguer un troisième mandat. Conflit russo-ukrainien, Moscou ne rejette pas l'idée de pourparlers selon Vladimir Poutine. Et puis la Chine place en alerte rouge une partie du pays, dont Pékin et sa région, dans l'attente de pluies torrentielles dans le sillage du typhon Doksuri. Bonjour à tous, et avant de développer ces titres, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a eu un entretien téléphonique avec son homologue béninois Patrice Talon. Cet entretien est intervenu à la veille de la réunion extraordinaire de la CEDEAO sur le Niger à Abuja. Les deux présidents ont affiché leur fermeté sur le retour à l'ordre constitutionnel au Niger et la réinstallation du président Mohamed Bazoum dans ses fonctions de chef d'État légitimement élu. Les dirigeants de la CEDEAO se réunissent donc ce dimanche à Abuja après le coup d'État au Niger. Cette réunion spéciale a été convoquée par le président du Nigeria, Bola Tinubu, élu début juillet à la tête du bloc ouest-africain et qui avait condamné dès mercredi cette tentative de coup d'État et promis que la CEDEAO et la communauté internationale feraient tout pour défendre la démocratie et veiller à ce que la gouvernance démocratique continue à s'enraciner fermement dans la sous-région. Dans ce même contexte et dans sa condamnation du coup d'État, le Conseil de sécurité des Nations Unies a réclamé le rétablissement de l'ordre constitutionnel. Et je vous le disais en titre, la facture de ce coup d'État au Niger s'annonce salée. Il aura sans doute de lourdes répercussions économiques et financières sur ce pays déjà fragilisé par de nombreuses crises. L'Union européenne, les États-Unis et plusieurs institutions financières ont déjà annoncé la suspension de leur coopération financière avec Niamey. Mohamed Wali Ben Chaban. En plus de la dégradation de la situation sécuritaire, les conditions socio-économiques se détériorent au Niger. Après le renversement du président démocratiquement élu, Mohamed Bazoum, par un coup d'État orchestré par les militaires de la garde présidentielle. L'économie du pays, déjà fragile, se retrouve au bord du gouffre. Les Nigériens craignent que le coup d'État ne stoppe les flux financiers. Nous, notre souci, c'est surtout les bailleurs de fonds, puisque d'après notre retour d'expérience, généralement quand il y a un coup d'État dans un pays, les bailleurs de fonds refusent ou bien, disons, ils obtempèrent un peu sur leur façon d'aider le pays financièrement. Donc nous croyons que cela puisse arriver à notre pays. Donc ce que nous souhaitons, c'est que la situation soit rétablie au plus vite possible. Donc c'est vraiment notre souhait. Après le coup d'État, l'Union européenne, la France, les États-Unis et les institutions financières internationales ont vite fait de réagir en suspendant leur coopération financière et sécuritaire avec Niamey. Les projets de développement qui sont financés par l'Union européenne, Banque mondiale, FMI et autres, ils vont être arrêtés. Les aides budgétaires qu'on donne au Niger vont être arrêtées. Donc je ne sais pas à combien cela peut se situer, mais ce qui est sûr, je sais que si nous prenons vraiment la mesure de la situation, nous, la population du Niger et les dirigeants qui sont venus, donc nouvellement arrivés, on peut juguler cette situation et sortir la tête haute. Considéré comme l'un des pays les plus pauvres au monde, le Niger reçoit annuellement des subventions d'aide estimées à près de 2 milliards de dollars destinées au développement. Son économie repose essentiellement sur l'agriculture, l'élevage et l'extraction d'uranium. Le coup d'État opéré par la garde présidentielle n'est pas pour arranger une situation économique déjà dans le rouge.
La famine n'est plus une menace, mais une réalité au Soudan, où l'armée et les forces de soutien rapide continuent de s'affronter. Les autorités du Darfour Nord ont mis en garde contre la détérioration de la situation humanitaire dans cet État. Les stocks alimentaires restants ne suffiraient que pour 3 semaines. Amal Amaziane Zitouni. Au Darfour, région la plus touchée avec Khartoum par les combats qui opposent l'armée soudanaise aux forces de soutien rapide, le gouverneur du Darfour du Nord a averti quant à la situation alarmante dans laquelle se retrouve la population soudanaise en annonçant que les stocks alimentaires dont il dispose ne suffisent que pour 3 semaines. La situation dans l'État se détériore et les stocks alimentaires restants ne suffisent que pour 3 semaines. En raison de l'épuisement du stock stratégique de nourriture et de l'absence de réponse internationale. Un appel d'urgence du gouverneur de cet État du Darfour du Nord qui a fait savoir que de leur part, les autorités locales sont quasiment incapables de tenir le coup face à cette crise où plus de la moitié de la population a désormais besoin d'une aide humanitaire pour survivre. Les autorités locales ne sont plus en mesure de contenir la crise. Il a exhorté les agences des Nations Unies travaillant dans le domaine humanitaire à accélérer les démarches d'assistance aux personnes touchées. Abdelrahman a également appelé à l'arrêt des combats et a œuvré pour ouvrir les aéroports de la région du Darfour pour recevoir l'aide humanitaire internationale. Depuis la mi-avril, les affrontements entre l'armée et les paramilitaires se poursuivent dans plusieurs villes, faisant plus de 3000 morts pour la plupart des civils et environ 3 millions de déplacés et de réfugiés à l'intérieur et à l'extérieur du pays. La Cour pénale internationale a ouvert une nouvelle enquête pour crimes de guerre dans la région soudanaise du Darfour, appelant à ne pas permettre à l'histoire de se répéter. En Afrique, toujours près de 2 millions de Centrafricains ont commencé à se prononcer ce dimanche par référendum sur un projet de nouvelle constitution qui permettrait au président Faustin Archange Touadéra de briguer un 3e mandat. Les résultats provisoires doivent être publiés sous 8 jours et la Cour constitutionnelle proclamera les résultats définitifs le 27 août selon l'autorité nationale des élections. Dans l'actualité également, une attaque nocturne de drones ukrainiens contre Moscou a été déjouée sans faire de victimes et l'aéroport international de la capitale brièvement fermé. Selon les autorités russes, les façades de 2 tours de bureaux de la ville ont été légèrement endommagées. Témoignage. Mes amis et moi avons loué un appartement pour venir ici et nous détendre. Et à un moment donné, nous avons entendu une explosion et c'était comme une vague. Tout le monde a sauté. Et puis, il y avait beaucoup de fumée. On ne pouvait rien voir. Le feu se dégage des étages supérieurs. Dans l'actualité aussi, Vladimir Poutine a mis en valeur ce dimanche la puissance de la marine russe qui ne cesse de se renforcer cette année seulement. Elle ajoutera à sa flotte 30 nouveaux navires. C'est ce qu'a fait savoir le président russe en assistant au défilé à l'occasion de la journée de la marine russe à Saint-Pétersbourg. Et je vous en parlais en titre, le conflit russo-ukrainien a été évoqué hier soir par le président russe au lendemain du sommet Russie-Afrique, affirmant que la Russie ne rejetait pas l'idée de pourparler avec l'Ukraine. Nous ne pouvons pas arrêter le feu quand ils nous attaquent. Quand je dis cela, les gens commencent à réfléchir. Vous savez, je dis toujours que nous n'avons jamais rejeté les pourparlers de paix. En général, l'initiative de paix de l'Afrique sur l'Ukraine pourrait être la base d'un certain processus visant à trouver la paix, ainsi que les autres, les Chinois par exemple. S'agissant de la situation en Syrie, cette fois, le chef du Kremlin dira que personne ne souhaite y voir un affrontement entre l'OTAN et la Russie. Nous sommes toujours prêts à tout scénario,
Mais un affrontement entre l'OTAN et la Syrie, personne n'en veut. Et selon une initiative du côté américain, à un moment donné, nous avons créé un mécanisme spécial pour prévenir ces conflits. Nous l'avons fait pour que les chefs de plusieurs départements puissent communiquer directement entre eux et avoir la possibilité de se consulter sur toute situation de crise. Et cela suggère que personne ne veut de confrontation. Mais si quelqu'un le veut, ce n'est pas nous, mais disons que nous sommes prêts. Et répondant à une question sur le sort d'un hub gazier en Turquie, Vladimir Poutine a précisé que le projet était toujours d'actualité. Cela reste à l'ordre du jour, mais je tiens à préciser qu'il ne s'agit pas de pétrole ou de stockage de pétrole, il s'agit de gaz. Et comme nos amis turcs le savent, nous parlons de créer une plateforme de commerce électronique. Les livraisons gazières continuent d'être perturbées. Alors bien sûr, tout le monde réfléchira à comment se mettre à l'abri et assurer sa propre sécurité énergétique. À la direction les États-Unis cette fois, où Donald Trump a réaffirmé vouloir continuer sa campagne malgré ses inculpations, notamment son rôle dans l'attaque contre le Capitole. Mais l'ancien président continue ses déplacements sur la route de la campagne pour la présidentielle. Il était hier en Pennsylvanie où il s'est directement attaqué à Joe Biden. Nous allons reprendre notre pays et nous allons redonner de la grandeur à l'Amérique. Les démocrates radicaux fous, ils me destituent, ils m'accusent, ils truquent nos élections et les républicains ne se battent tout simplement pas. Ce sont de bonnes personnes, mais ils ne se battent pas comme ils sont censés de se battre. D'autres sont de sales joueurs, des malades, et les républicains sont de très grande classe. Lorsque nous gagnerons les élections dans un peu plus d'un an, je nommerai un vrai procureur spécial pour exposer la corruption monumentale de la famille criminelle Biden, une fois pour toutes. Je vous le disais en titre, la Chine a placé en alerte rouge une partie du pays, dont Pékin et sa région, dans l'attente de pluies torrentielles, et ce dans le sillage du typhon Doksuri qui sévit à l'autre bout du pays. Le point avec Naila El Hamouda. Des orages monstres, routes barrées et méconnaissables, annulation de vols, coupure d'électricité, le typhon Doksuri sème le chaos sur son passage. Plusieurs régions chinoises ont subi des inondations massives et déchaînées. Toute une partie de la Chine est en alerte rouge. Un dispositif activé pour la première fois depuis 2011 en raison des fortes rafales de vent pouvant aller jusqu'à 175 km/h et des pluies diluviennes prévues. 100 millions de personnes sont concernées. Le gouvernement appelle à la vigilance. Il conseille de s'éloigner des zones à risque. Les activités touristiques et culturelles ont été suspendues. Avec des eaux de crue atteignant 3 mètres, il est devenu impossible de se déplacer sans une barque. Les sauveteurs sont de porte en porte pour chercher des personnes piégées dans des appartements. Des milliers de personnes ont été évacuées. Les autorités chinoises ont déjà débloqué 290 millions de yuan, soit 41 millions de dollars de leur fonds d'aide aux catastrophes naturelles pour la prise en charge des régions affectées par les inondations. Le typhon Doksuri, après avoir frappé samedi le sud-est du pays et les côtes, se dirigerait vers le nord. Des milliers de personnes étaient dans l'obligation de quitter Pékin par mesure de sécurité. L'Institut météorologique national prévoit des pluies torrentielles pendant 3 jours. Le typhon Doksuri, le plus fort que le pays ait connu depuis des années, perd en puissance, mais les pluies attendues les prochaines heures pourraient être plus importantes que celles de juillet 2012, où les inondations avaient fait 79 morts dans la région de Pékin. Allez, sport, Formule 1 avant de nous quitter avec le Grand Prix de Belgique prévu cet après-midi au circuit de Spa-Francorchamps. Le pilote Ferrari Charles Leclerc partira en pole position. Sergio Pérez de l'écurie Red Bull, 2e, et la Mercedes de Lewis Hamilton s'élancera 3e de la grille de départ. Le champion
du monde en titre. Max Verstappen tentera lui d'arracher sa 8e victoire consécutive de la saison, mais à partir du 3e rang après avoir écopé d'une pénalité de 5 places pour changement de boîte de vitesse. Voilà, c'était la dernière information de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur le site d'Al24 News ou à travers les différentes plateformes en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Excellent après-midi à tous.